Ok, donc la deuxième partie, donc on a parlé aussi des mesures météo, donc il faut regarder ça. Donc on fait des mesures, quelles sont les mesures que l'on fait en météo, hein. Donc on vous parle de différents instruments qu'il faut connaître. Déjà, les mesures se font sous abri. Pourquoi sous abri? Bah, parce que ça permet d'éviter déjà que l'eau vienne perturber les instruments, en particulier la mesure de pression, hein, ou la mesure de température. Et puis ça évite aussi que les mesures de température soient faussées par le rayonnement solaire. Je rappelle qu'un thermomètre, il mesure une température qui est sa température d'équilibre. Quand vous mettez un thermomètre dans l'eau, le thermomètre échange de l'énergie, par exemple avec l'eau de votre bain, si vous prenez un bain et vous voulez mesurer cette température, et à l'équilibre thermique, eh bien, on a la valeur indiquée par le thermomètre, qui indique donc sa température. Mais si le thermomètre, vous le mettez au soleil, il reçoit du rayonnement solaire, il ne va pas du tout indiquer la température de l'air, parce qu'il ne sera pas vraiment en équilibre avec l'air, il sera en équilibre avec l'air et le rayonnement solaire. Donc vous allez fausser les mesures de température. C'est pour ça que ça se fait sous abri. On a donc des instruments importants, donc on mesure essentiellement la température, donc ça c'est avec un thermomètre. On mesure la pression, donc on a des sondes de pression, hein, des manomètres en fait, qui mesurent la pression. Tout ça c'est électronique maintenant, hein. Et puis on a un appareil un peu bizarre, c'est deux thermomètres ici, mais un qu'on a humidifié et qui permet de mesurer ce qu'on appelle le point de rosée. C'est-à-dire que si la température qui est ici indiquée par le thermomètre sec arrive au point de rosée, c'est-à-dire la température indiquée par le thermomètre humide, on voit que le thermomètre humide indique une température plus petite que le thermomètre sec. Ben, si le thermomètre entre guillemets sec a atteint la température du thermomètre humide, ça veut dire que là on a atteint le point de rosée, c'est-à-dire que l'eau contenue dans l'air ne peut plus rester à l'état gazeux, elle se condense. Et donc si elle se condense, ça veut dire qu'il y a fort risque de formation de ce qu'on appelle un brouillard. C'est-à-dire qu'au sol, l'eau qui est dans l'air va se condenser. Ça formera donc un brouillard. Donc ça s'appelle un psychromètre. L'association des deux s'appelle un psychromètre. Ça mesure en gros le taux d'humidité. Ça permet d'avoir un taux d'humidité. Pour mesurer le vent, on indique deux choses pour le vent. Évidemment, sa direction. Et on ne dit pas où va le vent, mais bien d'où vient le vent. Ça c'est vraiment très important. Et l'anémomètre qui indique la vitesse du vent. Alors, les directions des vents sont indiquées par la rose des vents. Par convention, 0 degré correspond au nord, 90 l'est, 180 le sud, 270 l'ouest. Et donc, quand on indique un vent, eh bien, on indique, par exemple, là vous avez un exemple ici, hein, par exemple 315/20, ça veut dire un vent du 315, donc par ici, hein, c'est un vent du nord-ouest, pour 20 nœuds. Les vitesses des vents sont données en nœuds. Voilà, donc pour donner des exemples, hein, on vous dit voilà, le point de rosée, c'est quoi? Bon, bah, c'est la température à laquelle il faut refroidir de l'air pour qu'il y ait condensation. C'est ça le point de rosée. Ensuite, la vitesse du vent, on a dit, c'est un anémomètre, hein, c'est l'anémomètre qui mesure la vitesse du vent. Un vent du 190, bah, c'est un vent qui vient du sud pour 10 nœuds. Attention, c'est pas des kilomètres par heure, c'est des nœuds. Et pour qu'il y ait formation d'un brouillard, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut alors, augmenter la pression, non. Augmentation de la température, non. Au contraire, il faut la diminuer pour espérer. Augmentation du taux d'humidité, bah oui, si vous apportez de l'eau, vous allez éventuellement aller jusqu'à la condensation. Une baisse du taux d'humidité, bien sûr que non. Il faut être aussi un petit peu logique, hein, dans les QCM. Donc voilà pour la mesure météo. Un point important, c'est la thermodynamique. Il y a des choses importantes à connaître pour comprendre tous les phénomènes qui arrivent après en météo. Pour changer la température d'une masse d'air, il y a plusieurs façons. Il y a deux grandes façons. Il y a soit un échange d'énergie avec le monde extérieur, soit des transformations sans échange d'énergie. Quand on échange de la chaleur, hein, d'énergie sous forme de transfert thermique, hein, c'est sous forme de transfert thermique dont je parle ici, on a trois formes de transfert thermique: rayonnement, conduction, convection. Ça, ce sont des choses que vous allez voir si vous faites un peu de physique après. Donc le rayonnement, bah, tous les corps, ils émettent des rayonnements, n'importe lesquels, dès l'instant qu'ils ne sont pas au zéro absolu, ils émettent des rayonnements. Essentiellement, quand un corps est froid, il émet plutôt dans l'infrarouge. Quand on chauffe un corps encore plus, eh bien, il peut rayonner dans le visible. C'est une ampoule à incandescence, par exemple, une ampoule classique, un filament chauffé, peut émettre de la lumière visible, parce qu'il est suffisamment chaud. Inversement, un corps peut aussi absorber
de l'énergie, donc il peut aussi donc changer de température en absorbant du rayonnement. Donc le transfert par rayonnement permet de changer la température donc avec transfert de chaleur. On dit transfert thermique. La conduction, c'est le transport à travers de la matière en général solide. Vous mettez une casserole sur le feu, ce qui est dans la casserole se met à chauffer, alors que ce qui est dans la casserole n'est pas au contact de la plaque électrique ou du feu. Il y a bien donc eu un transfert d'énergie à travers la paroi de la casserole ici, enfin de la poêle. Ce transfert d'énergie se fait sans transport de matière. Il n'y a pas de matière qui se déplace du feu vers les œufs à chauffer. Donc c'est un transport d'énergie thermique, de transfert thermique, sans transport de matière. Ça s'appelle la conduction thermique. A l'inverse, la convection, c'est un échange d'énergie avec déplacement de particules, c'est-à-dire que ça se passe dans les fluides en général. Quand on chauffe une partie d'un fluide, eh bien on va avoir des mouvements de ce fluide qui vont finir par chauffer le fluide qui est autour, à son tour va se mettre en mouvement, etc. Et ça s'appelle la convection. Donc c'est un transfert beaucoup plus efficace d'énergie. Ensuite, on peut aussi changer de température sans échange d'énergie sous forme de transfert thermique. On peut par exemple détendre un gaz ou comprimer un gaz. Si je comprime un gaz rapidement, le gaz n'a pas le temps d'échanger sous forme de transfert thermique. J'ai apporté un travail, donc ce n'est pas un transfert thermique, mais j'ai comprimé le gaz, et quand je le comprime, eh bien, il se met à changer de température, sa température, elle augmente. A l'inverse, si on détend un gaz violemment, eh bien, ce gaz, sa température devient plus faible. C'est l'effet, vous savez peut-être les cornes de brume ou d'aérosol. Quand vous prenez un aérosol et que vous appuyez sur le bouton de l'aérosol, eh bien, vous constatez que si la détente est rapide, vous sentez que l'aérosol est devenu froid. Donc ça, c'est un changement de température sans échange d'énergie. Ça, c'est ce qu'on appelle des transformations adiabatiques. Le mot ici qui convient, c'est le mot adiabatique. Donc, je vous l'écris quand même, adiabatique. Voilà. Donc, une transformation adiabatique, c'est une transformation sans transfert thermique. Donc, quand on comprime un gaz, on augmente sa température. Quand on détend un gaz, on diminue sa température. Et ceci, pas forcément avec échange d'énergie. Ah, ça y est, je viens de trouver le bouton magique que je cherchais depuis tout à l'heure, il est là. Voilà. Donc, ça c'est le principe, les vraiment des choses importantes sur la thermo. Ça nous suffira pour répondre aux problèmes des QCM. Et donc, la convection thermique, il faut comprendre ce qui peut se passer quand justement le soleil chauffe, le soleil ou pas que, mais quand on a un sol chaud ou un sol froid, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, si l'air est au contact on a la masse d'air qui est au contact d'un sol chaud, alors parce qu'une ville, voilà, on vous montre Paris, dans les villes, il y a des voitures, il y a de l'activité, donc ça chauffe. Eh bien, l'air qui est chauffé va avoir tendance à s'élever. C'est ce qu'on appelle la force d'Archimède. Quand on chauffe un gaz, sa densité diminue. Le gaz environnant a une densité plus grande et donc pousse vers le haut le gaz chaud. Un corps qui est moins dense flotte sur un corps plus dense. On connaît ça, c'est Archimède. Et donc on va voir le gaz qui va se mettre à s'élever. Le problème, c'est que si le gaz s'élève, la pression du gaz va diminuer, puisqu'on a dit que la pression diminue avec l'altitude. Donc le gaz finalement se détend. Si cette détente est rapide, on dit qu'elle est adiabatique, et donc comme il se détend ce gaz, eh bien il se refroidit. On a dit qu'un gaz qui se détendait se refroidit. Il arrive un moment où sa température va devenir suffisamment basse pour qu'il devienne aussi dense que l'air qui est autour de lui. Et donc il va redescendre et on va avoir un mouvement comme ça de convection. A l'inverse, une forêt, plutôt autour des forêts, c'est plutôt un sol froid. Là, les arbres ont plutôt tendance à absorber de l'énergie et donc plutôt tendance à être à une température plus petite. Et donc on a plutôt des descentes ici, des mouvements descendants. Un champ de blé, à l'inverse, est souvent plutôt chaud. Dans les champs cultivés, on a plutôt des sols chauds, donc qui ont plutôt tendance à faire des convections vers le haut, donc des mouvements ascendants. Voilà, donc on sait quand on est en avion que si je vais approcher d'une ville, je vais avoir des mouvements verticaux, et il va falloir que je fasse attention. Ces mouvements verticaux, c'est ça qu'on appelle des turbulences pour l'aviation. Alors,
Les conséquences, alors ça se passe plutôt dans des régions un peu particulières, hein, donc en mer et à la montagne. Donc en mer, qu'est-ce qui se passe la journée? Eh bien, le soleil chauffe, hein, donc la terre et l'eau. Sauf que l'eau, c'est beaucoup plus difficile à chauffer que la terre. Donc la terre va chauffer plus vite que l'eau. On va donc avoir des mouvements donc d'ascendance thermique ici au niveau du sol quand ça chauffe, parce que le sol ici va être très chaud alors que l'eau aura très peu chauffé. Et donc on va avoir des mouvements comme ça de convection, ce qui se traduit au sol par un mouvement qu'on appelle la brise de mer. L'air pardon, qui vient de la mer va venir remplacer l'air qui est parti, l'air qui s'est élevé ici va être remplacé par l'air qui vient de la mer. On aura donc une brise horizontale, alors une brise c'est horizontal, une brise de mer. Le soir à l'inverse, le sol va se refroidir très vite. On sait bien, par exemple, vous savez peut-être que dans le désert, hein, la nuit, il fait vraiment très froid, hein, parce que le sable se refroidit très 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 vite, et donc on va avoir ici un refroidissement important. Mais l'eau, elle, ne va pas se refroidir aussi vite que la terre. La température de l'eau, elle reste pas constante, mais elle varie beaucoup moins que la température du sol. Et donc à l'inverse, la mer sera encore chaude, donc c'est au niveau de la mer qu'on aura une ascendance qui sera comblée. Hein, l'air qui est parti va être comblé par une brise de terre. En montagne, même principe un petit peu, hein, même s'il n'y a pas la mer, mais quand le soleil va chauffer les pentes, on va avoir donc une élévation ici, sur le long des pentes, de l'air, et on va donc avoir une brise de pente montante. On appelle ça une brise de pente montante. Donc l'été, enfin l'été en tout cas quand le soleil tape, on va avoir des brises de pente montante, hein, donc, qui vont faire monter l'air ici, qui va être ensuite qui va redescendre ici. Donc on va avoir des mouvements de convection le long des pentes. De plus, dans la vallée, donc tout en bas, l'air est plus chaud qu'en haut. Donc on va avoir aussi ce qu'on appelle une brise d'aval, c'est-à-dire que l'air qui vient de la vallée va monter comme ça, et donc on a un mouvement fort, un vent assez fort qui vient de l'aval, qui monte la vallée, et qui monte sur les pentes, ici, qui donne ces mouvements de convection autour des pentes. Le soir, eh bien c'est l'inverse, on va avoir des brises de pente descendantes, donc même principe, les pentes vont se refroidir plus, hein, que l'air qui est au-dessus. On va avoir l'air qui va redescendre les pentes et redescendre la vallée, et donc on aura ce qu'on appelle une brise d'amont qui vient de la montagne. Ça, c'est ce qu'on appelle les brises. Les brises, ce sont des mouvements horizontaux. Alors que là, on parle de mouvements, ici j'avais parlé de mouvements verticaux, et c'est ces mouvements verticaux qui engendrent les mouvements finalement horizontaux, qu'on appelle les brises. Une brise, c'est toujours quelque chose de local. Une brise, ça vient des conditions locales, soit c'est parce qu'on est près de la mer ou parce qu'il y a une pente, etc. Contrairement à un vent, le vent, lui, c'est quelque chose qui est plus global, qui a une échelle plus importante. Donc je vais faire une nouvelle vidéo pour pas que ce soit des vidéos trop grandes au niveau taille.